pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Depuis 70 ans, les Juifs ont massivement quitté les pays arabes, emportant avec eux une culture, des traditions millénaires. Des hommes, des femmes, souvent âgés, sont les derniers témoins d'une époque, d'une culture, d'un exil. Cette histoire, elle est racontée dans un projet vidéo aujourd'hui qui mérite d'être mis en lumière. Il est signé Myriam Levin et Elisa Azogui-Burlac. Et c'est Myriam qui est avec nous en studio en direct ce matin. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes passionnée par l'histoire des racines, de vos racines séfarades. Vous avez d'ailleurs créé le projet Milim, on en avait parlé, des biographies en format podcast. Et vous vous lancez donc dans ce projet de transmission de la mémoire séfarade à nouveau. Alors Sephardim, qu'est-ce que c'est ? D'où vient cette idée ? Oula, elle remonte à de longues années, je pense. Sephardim, donc comme son nom l'indique, est consacré à la mémoire séfarade. Et c'est un projet vidéo que je viens de lancer, donc comme vous l'avez dit, avec Elisa Azogui-Burlac, dans le cadre de notre activité Milim de biographie familiale. En fait, on s'est rendu compte en interviewant diverses personnes âgées, en tout cas, on va dire 80 ans et plus, que on le savait déjà, qu'il y avait tout un pan de l'histoire que seules ces personnes pouvaient raconter, donc ces personnes séfarades, c'est vrai pour d'autres endroits. Mais qui sont nés dans les pays arabes, qui ont grandi dans ces pays. Ouais. Et en fait, donc, nous, on fait des biographies familiales de toutes origines, mais les séfarades, on s'est rendu compte que ces gens-là étaient en fait la dernière génération à avoir vécu longtemps. C'est pas seulement quelques années, être nés là-bas, etc. C'est des gens qui ont en général au moins passé le bac, parfois se sont mariés, ont construit leur début de vie d'adulte et ont été déracinés du jour au lendemain, puisque je n'apprends rien ici. Les séfarades ont dû quand même tout quitter très rapidement. Et c'est cette histoire qu'on veut documenter parce qu'en fait, on est en train de se rendre compte qu'elle est en train de complètement disparaître. C'est pas juste un lent exil, etc. Il n'y a plus de juifs en terre arabe. Et on va en parler. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait son de ce projet que vous avez diffusé sur vos réseaux sociaux. On en parle juste après. Charles Ben Fredj, André Fitoussi, Ben Simon, Taïeb, Dayan, Cohen, je suis né à Sousse, à Oran, au Caire, Fès, Tunis, le parfum d'oranger dans les plaines d'Oranie. le poulet autour de notre tête. Le rabbin prenait le chauffard et sonnait dans les rues du Mala. mais enfin nous étions une communauté très unie. Tout s'est évaporé, tout a été englouti. Tout a été englouti, on vient de l'entendre. Alors quand on parle des juifs séfarades, Myriam, c'est vrai, on a le sentiment qu'on évoque un peu un monde perdu, beaucoup de nostalgie, comme si on l'avait connu de loin. En tout cas pour nous, les générations justement d'enfants qui sont nés en Tunisie, qui n'ont pas forcément vécu longtemps en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc., qui n'ont pas connu la douceur de vivre dans ces pays. C'est un monde, vous l'avez dit, qui est en train de disparaître. Qu'on n'a pas connu du tout, j'ai envie de dire. Ouais. C'est marrant que les jeunes générations aient cette nostalgie, mais c'est parce que nos parents, nos grands-parents nous en ont énormément parlé. Et donc oui, tout a été englouti et c'est cette nostalgie qui est douce amère parce qu'on a toujours l'image, moi je suis d'origine tunisienne, on ne me parle que de kiff toute la journée. Alors qu'en fait, quand on creuse un petit peu, c'était pas toujours kiffant, c'était pas toujours simple, notamment pour les femmes, mais pas que. Et donc c'est cette nostalgie douce amère qu'on a voulu explorer. Et c'est vrai que j'ai pas expliqué le dispositif, mais on filme les gens. C'est ça. Voilà, parce que nous, dans le cadre de nos biographies, on le faisait pas avant et on s'est rendu compte. Enfin, C'est pas seulement de l'audio, c'est vraiment filmé. C'est filmé parce que le pouvoir de l'image est très important. En fait, on veut créer des archives. C'est un projet assez ambitieux qu'on est en train de créer. C'est le tout début, donc merci de nous recevoir au tout début, comme d'habitude. Mais l'idée, c'est de faire ça sur, j'espère, de nombreuses années, de recevoir des soutiens. Il y a des projets analogues qui existent dans le monde, on va en parler. Mais l'idée, c'est vraiment de créer des archives sur ces gens qui peuvent encore nous raconter de vive voix la grande histoire, en fait, et qui ne seront malheureusement pas éternels, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. On va parler justement de ces hommes, de ces femmes, mais pourquoi c'est une histoire quand même qui est vieille de plus de 2000 ans, qui est si peu connue ? Pourquoi, selon vous ? C'est l'éternelle question. Pourquoi elle est si peu connue ? Pourquoi au sein de nos propres familles ? Je me suis rendu compte parce qu'avant de monter Milim, j'avais un projet bénévole qui s'appelait Stay Tuned, que certains d'entre vous connaissent peut-être, où j'ai interviewé énormément de juifs tunisiens et c'est là que j'ai découvert que ce n'était pas seulement dans ma famille, dans toutes les familles. C'est une histoire qui est difficile à raconter. Bon, parce que déjà, il y a beaucoup de douleurs, donc c'est pas toujours évident, de pudeur, etc. C'est pas des choses dont on parle facilement. Je pense aussi qu'il y a une forme de pudeur face à la tragédie ashkénaze qui s'est déroulée juste avant et que quand les juifs séfarades sont arrivés en France, il y avait toujours l'idée que c'était moins difficile que les gens qui avaient été déportés. Et c'est pas du tout la même histoire, en fait. C'est pas la même douleur, mais elle existe quand même.
Et aussi, le dernier facteur, selon moi, c'est que c'est des gens qui ont, pour la plupart, tout recommencé et bien réussi. Enfin, c'est assez admirable la façon dont les juifs séfarades sont repartis de zéro. Et il y a vraiment une obsession de regarder devant. Et donc, on ne parle pas de derrière. Et parfois, ça a fini par manquer aux générations suivantes. C'est vrai, et c'est ce que racontait d'ailleurs Sonia Felouz dans son documentaire sur la Tunisie, notamment les gens qui ont dû tout refaire, en fait, retrouver un business, une maison. Et selon les pays, moi, je connaissais mieux la Tunisie, qui a été moins violente que l'Algérie, mais là on a des récits d'Algérie, enfin des choses. Alors justement, est-ce qu'on voit des disparités entre Tunisiens, Marocains, complètement Juifs d'Algérie? L'Algérie a toujours été à part dans l'histoire de France. Déjà, c'est un sujet complètement à part, mais dans l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, je ne crois pas me tromper en disant que l'histoire des Juifs d'Algérie est différente des deux autres pays, non seulement parce qu'ils ont eu la nationalité française via le décret Crémieux, donc ils sont devenus du jour au lendemain des citoyens français, alors que la plupart d'entre eux étaient là depuis 2000 ans, ne parlaient pas français, donc ça a été quand même un petit choc culturel, mais du coup, ils ont été ensuite déchus de la nationalité et surtout, ils ont dû quitter le pays dans des circonstances très difficiles pendant la guerre d'Algérie et vraiment, souvent, du jour au lendemain, sans rien. C'était vrai aussi en Tunisie et au Maroc, mais c'était quand même moins violent et les Juifs d'Algérie, en plus, n'ont jamais pu retourner pour la plupart en Algérie, même ceux qui le souhaitaient. Donc oui, il y a cette disparité-là avec l'Algérie et ensuite, le Maroc, c'était une royauté. La Tunisie, c'était un pays très multiculturel avec aussi des Maltais, des Italiens. Bon, chaque pays a ses spécificités. C'est ça, ouais. Mais alors pourquoi aussi ce projet résonne particulièrement aujourd'hui, après les massacres du 7 octobre en Israël et ce retour d'un antisémitisme décomplexé? Alors, en tout cas, nous, le 7 octobre a été un petit déclic, comme pour beaucoup de projets, parce que, en fait, on s'était pas rendu compte à quel point... Voilà, la douleur des Juifs chassés des terres arabes ou partis volontairement, parce qu'il y a aussi plein de débats sur la façon dont ils sont partis, elle s'est réveillée chez beaucoup de gens. Nous, on l'a senti chez les gens qu'on a interviewés, c'est-à-dire que ce qui s'est passé après le 7 octobre, l'antisémitisme rampant qui s'est réveillé, pas du tout que chez les musulmans, j'ai envie de dire, c'est plutôt les non-musulmans qui sont problématiques en France, mais elle a réveillé des choses on pensait qu'on était tranquille, on pensait que ça nous arriverait pas, et en fait, on va peut-être devoir partir du jour au lendemain. Et pour tous les gens qui ont vécu ça une fois, c'est frappant. On les voit, et ils ont l'impression de revivre les années avant leur exil. Donc évidemment, comme c'est lié au Proche-Orient et que c'est quand même, y a des débats qui sont pas si éloignés, évidemment que ça réveille des douleurs anciennes. Les entretiens seront intégrés à la fondation USC Shoah, fondée par Steven Spielberg, en partenariat avec l'AJC, l'American Jewish Committee. Ça, c'est une vraie mise en lumière pour vous, hein. Oui, en fait, c'est ça qui a accéléré le projet. On avait cette idée de lancer cette grande banque d'archives en France filmée. Vraiment, la façon dont on l'a fait, d'ailleurs, on est totalement indépendante. Mais le hasard a mis sur notre chemin des gens de AJC Paris, qu'on remercie énormément, qui savaient que AJC États-Unis était en train d'essayer de lancer ce projet, mais n'avait pas forcément les contacts en France, la langue, la connaissance de l'histoire des séfarades, et on s'est mis d'accord pour être en fait leur relais. Enfin, on va être une de leurs collections, et on fait exactement ce qu'ils ont pu faire chez les Ashkénazes. La plupart des Juifs connaissent cet énorme projet qui a été mené dans les années 90, qui était d'interviewer la majorité des rescapés de la Shoah dans des interviews très longues, vidéo. C'est pour ça qu'on a repris ce format exactement. On fait des interviews vidéo très longues avec une grille de lecture qui a été adaptée de la leur. Donc on est vraiment main dans la main avec USC Shoah Foundation. Et ces interviews vidéo, on pourra les retrouver sous quel format Pour l'instant, donc ça va être sur leur site USC Shoah Foundation aux États-Unis. Là, on attend que les premières soient toutes masterisées pour les mettre en ligne. Il y en aura une dizaine pour commencer. Et l'idée, c'est ensuite de développer en France. On a potentiellement des partenariats avec des médias français, aussi potentiellement une plateforme à nous, mais tout ça va être un peu long. Ça dépend aussi des financements qu'on va recevoir. Vous avez lancé un crowdfunding, justement. On va le faire d'ici 2 mois. Vous serez tenus au courant. On va avoir besoin de soutien et des particuliers et des institutions, parce que c'est un projet d'envergure, ambitieux et qui concerne tout le monde. Et d'ailleurs, pas que les Juifs, parce que l'histoire des Juifs en Afrique du Nord est très connectée à l'histoire de France en Afrique du Nord. Sephardim. Merci Myriam d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On peut évidemment suivre votre projet sur vos réseaux sociaux et Milim également. Vous faites beaucoup de choses, Myriam. Bravo. Oui, et bravo. je me lève de bon matin grâce à vous. C'est vrai, grâce aux enfants aussi. Merci à eux. Merci. Merci beaucoup Myriam.